Et donc maintenant, c'est Guillaume Bernard, que j'ai présenté tout à l'heure, politologue, maître de conférence à l'ICES. Et vous ne l'aurez pas en direct, mais c'est une vidéo enregistrée que va nous passer Aude. Donc on ne pourra pas lui poser malheureusement de questions, mais ça n'empêche pas de peut-être d'aborder ce sujet dans nos questions tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux d'être, même par vidéo interposée, parmi vous ce matin. Je dois bien évidemment remercier pour leur confiance les différents organisateurs de ce colloque, aussi bien personnes individuelles que institutions universitaires. Et je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. J'espère en tout cas que vous ne serez pas trop déçus par la courte démonstration que je vais maintenant vous proposer. Je suis naturellement très demandeur de vos remarques pour améliorer l'analyse, en particulier pour la publication. Et j'avoue ne pas m'être suffisamment méfié de la difficulté du sujet lorsque Aude Mirkovic m'en a donné le titre. Bien. L'éclatement de la société française ne semble plus un scénario parmi d'autres pour le futur, mais bien une réalité déjà présente. Les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont révélé dans le désormais fameux ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça » que François Hollande, alors président de la République, prenait très au sérieux les risques de partition. Plus récemment, le politologue Jérôme Fourquet, dans son livre « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée », a décrit une France qui est déjà une société profondément et durablement fragmentée, une société éparpillée, sans ciment unificateur, car n'ayant plus de forts facteurs d'agrégation. Le christianisme, le communisme ont pu, en leur temps, jouer ce rôle, facteurs d'agrégation permettant d'avoir une perspective commune. La crise sociale se double donc d'une crise du lien social. On n'a jamais autant parlé du vivre ensemble que depuis que des communautés vivent côte à côte et peut-être un jour face à face, selon les propres mots de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en octobre 2018, lorsqu'il quitta la place Beauvau. Si l'institution, la famille, l'école, le métier, etc., c'est ce qui socialise, ce qui enseigne, ce qui donne à la fois une stabilité et un cap, la désinstitution, c'est la dérégulation morale et juridique, la dislocation, voire l'atomisation de l'ordre politique et social, c'est la mise à mal de son unité et de son harmonie. Deux phénomènes illustrent le détachement grandissant vis-à-vis des institutions politiques et sociales tant traditionnelles que positives. Première illustration, l'abstention grandissante lors des élections, la défiance envers les partis politiques, la puissance et la naissance en tout cas de mouvements de révolte tels les Gilets jaunes, hors des partis et hors des syndicats, partis et syndicats qui jouent donc de moins en moins le rôle de canalisation de la contestation. Tout cela est au moins en partie dû à la prise de conscience que s'est imposée la post-démocratie, c'est-à-dire que malgré l'apparence des élections et des référendums, nombre de décisions essentielles sont prises par des pouvoirs supranationaux et des firmes nationales. Seconde illustration, malgré l'homogénéisation, la standardisation des comportements, en particulier en matière de consommation, ce qui renforce le déracinement culturel, tant des autochtones que des immigrés non assimilés, le séparatisme s'étend. Ce n'est pas un simple désordre qui règne dans certains quartiers, mais un véritable ordre de substitution qui s'est mis en place, un ordre de type mafieux où règne concomitamment la loi des caïds, l'économie parallèle, et la loi des imams, la charia, un ordre où la présence de tout ce qui représente la France, pas seulement la puissance publique, et donc tout autant les pompiers que les policiers, est considérée comme une agression, une inadmissible incursion dans un territoire qui a été approprié par quelques personnes, qui entraîne toute une population dans une sorte de sécession. Il est donc des territoires perdus, non pas seulement
de la République, comme l'a dit le titre d'un ouvrage bien connu désormais, mais des territoires aussi perdus de la France. C'est donc tout autant le peuple en tant que démos, c'était ma première illustration, qu'en tant qu'eknos, c'est la seconde illustration, qui est en passe de voir ses institutions sociales, identité, coutumes, remises en cause. Il faut donc tenter de discerner les mécanismes de désinstitution de l'ordre politique et social, ce sera notre première partie, et ses ressorts idéologiques, ce sera notre deuxième partie. Les mécanismes de désinstitution de l'ordre politique et social. Au premier rang des mécanismes contribuant à la désinstitution de l'ordre politique et social, il y a, bien sûr, le subjectivisme moral et l'indifférentisme culturel. Ceux-ci ont attisé la communautarisation de l'ordre social qui participe à la fois, dans un premier temps, à sa dislocation, ce sera le premier point, et dans un second temps, à une forme particulière de recomposition, et ce sera notre second point. La déstructuration de l'ordre politique et social. Les communautés du communautarisme ne sont pas des corps sociaux naturels. Elles sont construites sur la base d'une singularité, une appartenance ethnique, une pratique sexuelle ou une croyance religieuse, à laquelle la personne, pourtant inscrite dans une pluralité de relations d'altérité, est réduite, et parfois d'ailleurs même forcée de s'y soumettre. L'ordre public est colonisé par des revendications parcellaires, ce qui conduit au rétrécissement de l'espace commun. Je voudrais insister sur cet aspect des choses. L'espace de la liberté d'expression se réduit peu à peu, comme une peau de chagrin, au fur et à mesure que des lobbies arrivent à s'imposer et réussissent, sinon des jurés, du moins de facto, grâce à la matraque intellectuelle de la phobie, à rendre illégitime toute critique de leurs revendications. La discussion de l'acte est assimilée à une stigmatisation de l'être, une édulcoration, une négation de l'humanité, de celui qui exhibe une caractéristique particulière sur la base de laquelle il exige que lui soient reconnus des droits. L'extension de plusieurs périmètres particuliers de victimisation, juxtaposés les uns aux autres, ne peut que réduire l'espace commun. Chaque communautarisme exige de ne pas être offensé, mais sans jamais, il faut bien le dire, se demander s'il n'est pas lui-même, par ses prétentions, un offenseur culpabilisant l'autre. Chacun d'eux s'auto-attribue les qualités de non-violence et de tolérance qui sont par conséquent automatiquement refusées au contradicteur qui, avant même de pouvoir défendre ses propres positions, doit se disculper d'accusations infamantes. Qu'est-ce qui sauve pour l'heure l'ordre public traditionnel ? Eh bien, l'incompatibilité des communautarismes entre eux. Que proposent ces communautarismes ? Dans un premier temps, une société réduite à une agrégation de particularismes, détruisant le corps social d'origine dans lequel ils se sont pourtant développés et duquel ils se sont nourris. Mais chacun d'eux étant intrinsèquement impérialiste, il espère, une fois l'ordre traditionnel détruit, se substituer à lui. Cela nous conduit donc à étudier, le deuxième point, la conquête de l'ordre politique et social. La communautarisation contribue à la désinstitution, mais chaque communautarisme vise au moins partiellement, dans son domaine d'intervention, à une réinstitution, bien entendu à son profit. Ce sont ces différentes étapes de conquête de l'ordre politique et social qu'il faut essayer de décrire. Il semble possible d'identifier trois phases: l'émergence, l'expansion et la domination. À chacune de ces phases correspond un discours à destination des amis, organiser le groupe social, incarner le groupe social, dominer au nom du groupe social, un discours, un positionnement vis-à-vis des ennemis, se comporter en victime, se comporter en égal, se comporter en maître, et enfin une revendication faite à la société, droit à l'indifférence, droit à la différence, et enfin droit
différents. Alors, j'ai synthétisé cela et explicité même cela dans un tableau, où, outre, je dirais, les différentes phases et les différents types de discours et revendications pour lesquels, j'essaye de donner un certain nombre d'exemples. Je me demande s'il ne faudrait pas, parce que ce serait beaucoup trop fastidieux évidemment et beaucoup trop long de vous le lire, je me demande s'il ne faudrait pas que j'en communique le texte à haute. Bien. Alors, il va de soi qu'un communautarisme peut avoir atteint une étape de conquête différente en fonction de la cible, amis, ennemis, société, et que plusieurs communautarismes agissant concomitamment, peuvent s'entrechoquer, se freiner, voire se bloquer réciproquement et ne pas avoir atteint le même stade de développement. En tout état de cause, si les revendications successives des communautarismes conduisent à transformer l'ordre social, c'est parce que le terreau idéologique leur est propice. Venons-en donc au deuxième point, à la deuxième partie, les ressorts idéologiques de la désinstitution de l'ordre politique et social. Lien social et lien juridique sont intimement liés, car c'est dans le cadre d'une relation d'altérité qu'un droit est susceptible d'être reconnu. À ce titre, deux phénomènes apparemment contradictoires, mais en fait complémentaires, peuvent être identifiés. D'une part, l'exacerbation des droits de l'individu, portée notamment par des communautarismes, mais plus globalement par le subjectivisme. D'autre part, l'égalitarisme imposé par la puissance publique pour cause d'indifférentisme culturel et moral. Tout cela s'inscrit dans la conception moderne de l'ordre politique et social qui repose sur la théorie de la sociabilité artificielle, celle-ci portant en elle-même l'instabilité des institutions sociales, comme la famille. Ce sera notre premier point. Il n'y avait aucune raison que ce constructivisme ne soit pas un jour désormais arrivé à l'être humain lui-même. Ce sera notre deuxième point et nous verrons que, d'une certaine manière, par un système bien logique, cette évolution concernant les droits des individus ou la théorie des droits des individus, se reporte aussi sur les corps sociaux. Premier point, la matrice du contractualisme social. Il y a pas mal de gens, évidemment, parmi vous, à qui je n'apprendrai rien, mais pour, la cohérence de la démonstration, il est nécessaire d'y faire un tout petit peu allusion. Deux analyses de l'ordre social, l'une classique, aristotélico-thomiste pour l'essentiel, l'autre moderne, combinant le volontarisme juridique et le contractualisme social, se font face. La conception classique s'appuie sur l'idée qu'il existe un ordre cosmologique des choses, il est naturel à l'homme de vivre en société, cette vie s'incarne à travers différents corps, comme la famille, le métier ou la cité. La volonté humaine, bien sûr, sert à actualiser des entités dont les principes sont donnés à l'homme et non décidés par lui. Les corps sociaux ne sont pas la somme d'identités individuelles, mais ont une identité en tant que telle, autrement dit intrinsèque. À l'inverse, la vision moderne considère qu'à l'état de nature, il n'existe que des individus ayant des droits naturels en raison de leur appartenance à l'espèce humaine. Les corps sociaux, familles, nations, ne peuvent être que le résultat d'un artifice. De même, leurs règles de fonctionnement sont produites par les hommes. Leur volonté ne sert donc pas, la volonté des hommes, leur volonté ne sert pas à s'inscrire dans des entités qui existent indépendamment d'elle, la volonté, à se couler dans des institutions qui la dépassent, mais à les créer. Alors, libéraux et socialistes ne conçoivent pas le contrat de la même façon, mais s'accordent sur sa nécessité pour assurer la conservation des hommes qui seraient en danger dans le cadre de l'état de nature. Selon les premiers, donc les libéraux, l'abandon des droits ne devrait être que partiel, l'abandon partiel des droits par les hommes au moment du passage de l'état de nature, qui est en paix fragile, à l'état social,
n'est-ce pas, conduit évidemment à ce que l'État a pour fonction de protéger les droits conservés lors de la construction de la société. Les libéraux privilégient donc ainsi, eh bien, l'individu. En revanche, pour les socialistes, les individus abandonnent la totalité de leurs droits naturels, l'état de nature étant une guerre généralisée et permanente, soit dès le début, soit à la fin d'un processus. L'État a de ce fait pour fonction de redistribuer de manière égalitaire des droits civils et politiques. Naturellement, la présentation que je viens de faire est quelque peu schématique, ne m'en veuillez pas. Ces penseurs privilégient donc la société, ces penseurs socialistes privilégient donc la société. Cependant, l'existence de la société, des corps sociaux, des institutions sociales, ont pour ces deux courants de pensée la même origine, le contrat social. Pour les uns comme pour les autres, la volonté ne donne pas une existence à une essence, elle crée les corps sociaux et en détermine les règles de fonctionnement. Les institutions politiques et sociales sont donc par nature intrinsèquement instables, soumises à la fluctuation. L'identité de ces corps sociaux, et donc issue du contractualisme, étant le résultat de la somme des identités particulières, les composants, à un moment donné. Si tant est qu'il en ait lui-même une vision parfaitement claire, il semblerait que le contrat social de notre président de la République, le contrat social macronien, tel qu'il se révèle en particulier des discours des Bernardins en avril 2018 et de Mulhouse sur le séparatisme en février 2020, que cette conception s'inscrive dans une logique d'une entente entre communautés pouvant revendiquer leur singularité, mais à la condition qu'elles abdiquent leur ambition à la détention de la vérité. D'une paix finalement entre co-contractants ayant pu, au cours de l'histoire, être tour à tour victimes ou bourreaux. Le règne du pathos, dans le fond, et l'éviction du logos. Subjectivisme moral et indifférentisme culturel pouvant faire bon ménage. Le deuxième point sur lequel il faut que nous nous penchions, c'est l'extension, n'est-ce pas, de l'idée du constructivisme juridique. Qu'il soit dit naturel ou positif, le droit, dans notre pensée moderne, dans notre société contemporaine, le droit est conçu comme un attribut de l'homme. C'est parce qu'il est un être humain qu'il possède des droits, soit parce qu'ils sont tirés de sa nature, soit parce que la puissance politique lui permet de les exercer. Il permet de les exercer parce qu'il est un homme, n'est-ce pas? Parce qu'il a la personnalité juridique. Bon, passons. Mais en tout cas, il faut d'abord qu'il soit un homme. Jusqu'à présent, toutes les générations des droits de l'homme, droit liberté, droit créance, droit solidarité, avaient un fondement anthropologique commun. C'est l'homme en tant qu'il appartient à l'espèce humaine qui est susceptible de faire valoir ses droits. Or, l'évolution doctrinale, législative et jurisprudentielle, et évidemment je parle devant des personnes qui sont encore plus compétentes que moi sur ces questions de droit positif en matière de bioéthique, en tout cas l'évolution doctrinale, législative et jurisprudentielle permet de corroborer la naissance d'une nouvelle génération de droits de l'homme, fondée sur une dignité non plus tirée de la nature de tout être humain, mais de la capacité de chacun d'eux à l'usage de sa volonté. Je reprends ici des éléments, je les complète, je les actualise quelque peu, des éléments que j'avais proposés dans un ouvrage en 2016. Certes, certains s'interrogeaient déjà, avant même les évolutions récentes, sur l'extensibilité à l'infini du concept des droits de l'homme. La surenchère de l'idéologie, parfois qualifiée de droit de l'homiste, révèle le caractère éminemment ambigu de sa notion fondatrice,
car si les droits de l'homme sont intimement liés au sujet de droit qu'est l'homme, les philosophes, annonçant ou commentant les déclarations, ne se sont jamais véritablement accordés sur la caractéristique essentielle de la nature humaine de laquelle ils sont supposés être tirés. Son origine, l'origine de l'homme, création divine, fruit du hasard, sa capacité, sa rationalité ou sa volonté, etc. C'est à la faveur de cette imprécision sur le fondement premier de l'anthropologie, sur laquelle sont fondés les droits, qu'une nouvelle génération des droits de l'homme semble en passe de s'imposer et peut-être même de remplacer les précédentes. Ce n'est plus la nature humaine telle qu'elle est qui fonde ces droits, mais ce que chacun décide d'en faire au nom de son être singulier. Ce n'est plus ce qui est commun aux hommes qui identifie l'homme, mais ce qui est propre à chacun. La nouvelle génération des droits de l'homme s'appuie sur une conception artificialiste de l'être humain, éludant, voire niant, la nature tant physique que culturelle, et j'insiste sur les deux, pardon pour cette remarque, mais éludant donc la nature qui lui est donnée par l'ordre universel, et particulier l'ordre universel, le ius naturale, l'ordre particulier, le dikaion politikon. Je marche sur des œufs, évidemment, parlant de ces notions devant le professeur Bastide, qui naturellement est bien plus compétent que moi sur cette question. Bien. En tout cas, la nature, la conception désormais est artificialiste, conception artificialiste de l'être humain, éludant, voire niant la nature, tant physique que culturelle, qui lui est donnée par l'ordre des choses, pour ne prendre en considération que celle qu'il construit. Elle se focalise sur la puissance de la volonté. Si l'autonomie physique ou intellectuelle n'est pas jugée suffisante, l'être n'est pas considéré comme authentiquement humain et les droits attributs de son humanité lui sont refusés. C'est ainsi que l'enfant à naître peut être éliminé, même s'il est génétiquement humain, puisqu'il ne respire pas seul. D'ailleurs, n'étant pour rien dans son existence, son absence de volonté se retourne contre lui, malgré sa parfaite innocence. De même, le malade comateux ou la personne lourdement handicapée sont voués à une mort délibérément provoquée à cause de leur dépendance, supposée dégrader leur dignité. En revanche, si l'individu dispose, ou du moins croit jouir de sa volonté et de sa rationalité, il se pense légitime à revendiquer que ces facultés soient appréhendées comme des droits. Ce n'est plus l'ontologie, l'être indépendamment de ses conditions particulières d'existence, l'être porteur d'un devoir-être, qui fait l'homme, mais l'exercice de la liberté, y compris, et peut-être surtout lorsqu'elle est transgressive. S'impose l'idée que seul l'homme qui a la force, qui a l'orgueil peut-être, de se déconstruire et de se reconstruire, est véritablement digne d'être considéré comme une personne. Dans le fond, l'homme qui se soumet à ses natures et de facto ravalé au rang de bête n'est vraiment humain que celui qui se rebelle contre son humanité naturelle parce qu'elle lui a été imposée. Perfectible, l'homme doit chercher à s'arracher de sa propre nature, telle est la position, vous le savez bien, de l'idéologie post-humaniste, où la volonté de l'individu ne doit pas seulement dominer, mais dépasser et remplacer la nature humaine. Celle-ci ne serait vraiment acceptable qu'à la condition d'être transformée et augmentée. Alors ce petit détour par la philosophie du droit nous permet évidemment de revenir à la question des institutions sociales. Cette position doctrinale sur les droits individuels est naturellement intimement liée à la question de l'ordre politique et des institutions sociales. Cette évolution s'inscrit logiquement dans la continuité du contractualisme social, puisque la société est considérée comme une construction artificielle. Il n'y a pas de raison que l'homme ne puisse pas lui aussi se faire selon l'image qu'il se fait de lui-même. À cela peut s'ajouter la justification des théories évolutionnistes, de même que l'homme est supposé avoir déjà évolué naturellement, il a désormais la capacité technique de se transformer lui-même. L'humanité d'aujourd'hui ne serait donc qu'une étape provisoire dans le processus de l'évolution,
Ainsi, la dignité de l'être humain est-elle en passe d'être entièrement subjectivisée et transformée en un droit à l'autoconstruction. Mais, j'insiste, si nous en sommes arrivés là concernant l'individu, c'est que la pensée moderne repose de manière plus générale sur l'idée que les corps sociaux, les institutions sociales, sont elles-mêmes des constructions. Bon. Le glissement du concept des droits de l'homme à celui des droits fondamentaux a sans doute favorisé leur détachement de la nature de l'être humain. Voilà pourquoi et comment des revendications dites sociétales peuvent à la fois nier le donné de la nature humaine, mariage et procréation entre personnes de même sexe alors que leur conjonction est intrinsèquement stérile, et considérer que ceux à qui sont refusés des droits voient leur humanité bafouée, édulcorée, voire niée. Le droit de chaque être singulier à s'affirmer en dehors de toute contrainte sociale conduit à la négation du droit d'un corps social à perdurer dans ses traditions et à préserver son identité. Et comme vous le voyez, évidemment, là nous retrouvons le thème de l'opposition entre l'identité intrinsèque du corps social et l'identité qui ne serait que le résultat de la somme des parties, puisqu'il est la construction de la volonté, puisqu'il est le résultat de la volonté. Bien. Dans une ambiance intellectuelle de type nominaliste, qui, on le sait bien, fut l'un des fondements du contractualisme social, considérant les êtres collectifs tels la nation comme des abstractions, cela se traduit notamment par l'affirmation d'un droit à la migration, transposition sur le plan social du droit à l'autoconstruction dans le domaine sociétal. L'hypertrophie du moi de l'autre, l'immigré, est ainsi justifiée et dissimulée par des considérations moralisatrices censées s'imposer à son hôte, l'autochtone. L'amour et le secours dus inconditionnellement, indépendamment de ses actes, même s'ils sont à l'origine de rapports d'altérité violents, du prochain, surtout s'il est idéologiquement lointain. Le respect de l'existence d'autrui devrait aller jusqu'à la néantisation masochiste de son propre être, repentance, négation de la primauté d'une culture sur une terre. Les nouveaux droits de l'homme nient l'homme réel, contextualisé, pour ne prendre en considération que celui qui est coupé de tout enracinement naturel, l'individu déconstruit et reconstruit, et culturel, le citoyen, exclusivement du monde. Alors, comment conclure? Enfin, diront certains. 3 points saillants méritent d'être, à mes yeux, mis en exergue. Le premier sociologique, le second politique, le troisième philosophique. Sociologiquement parlant, il y a désormais 3 France qui se font face. Les bobos mondialisés, les banlieues islamisées et les Français déshérités. De fait, la France périphérique, identifiée par Christophe Guilluy, pour l'heure encore numériquement majoritaire, se retrouve seule face aux 2 autres. Car à côté de l'islamo-gauchisme qui voit dans les populations d'origine immigrée un prolétariat de substitution, il y a aussi un islamo-capitalisme, un capitalisme islamo-compatible qui pense pouvoir profiter du multiculturalisme pour élargir ses marchés. Est-ce l'annonce d'une nouvelle lutte des classes? Je vous rappelle que le concept est d'origine libérale, chez François Guizot. Lisez donc Marx, qui remercie Guizot. Bon, passons. Est-ce l'annonce d'une nouvelle lutte des classes opposant ceux qui sont exposés à l'insécurité, tant culturelle qu'économique, à ceux qui soit échappent au risque, soit en profitent? Est-ce l'annonce d'une guerre civile, une guerre qui ne serait civile que dans la mesure où ne s'opposeraient pas des forces militaires conventionnelles, car elles ne seraient pas civiles, dans le sens où s'affronteraient des personnes appartenant culturellement au même corps social. Du point de vue politique, c'est le deuxième point saillant, en instrumentalisant l'argument d'autorité scientifique, la gouvernance s'est quasiment entièrement substituée au gouvernement, en délégitimant la dispute philosophique. Le phénomène n'est pas entièrement nouveau, cela fait au moins une trentaine d'années par le biais des institutions européennes que ce concept de gouvernance se développe. Mais le dernier épisode en date, la crise sanitaire,
n'a fait que le renforcer, sidération de l'opinion publique par des injonctions contradictoires, intimidation par l'instrumentalisation de la peur, résignation au nom de la conservation. Avec le couvre-feu et le confinement, et pardon de commenter personnellement ces ubuesques autorisations de sortie de son propre domicile, toute une part des libertés ont été abolies sous prétexte de sécurité, en l'occurrence sanitaire. Avec la vaccination et sa probable quasi-obligation, la sécurité, en l'occurrence l'intégrité physique des personnes, eh bien, sera mise à mal sous prétexte de rétablir un jour peut-être les libertés. C'est toujours la même idéologie moderne du contractualisme social qui est à l'œuvre. Enfin, troisième point, sous l'angle philosophique, il s'avère que l'état de droit qui était supposé protéger tout autant la dignité ontologique de l'homme que les libertés des citoyens se révèle un habillage juridique permettant d'imposer l'idéologie progressiste, que celle-ci prenne le visage du multiculturalisme ou du post-humanisme. Ce sont donc les principes volontarisme, contractualisme, subjectivisme, qui sont au fondement de l'ordre politique et social contemporain, qui provoquent l'autodestruction de la société et de ses institutions. Il n'y a donc rien à attendre de ces principes. Il faut renouer, me semble-t-il, avec la conception classique de la société, de la justice et du droit. La présentation, défense et illustration de celle-ci, de cette conception classique, incombe à d'autres que moi dans ce colloque. Si l'opinion publique n'adhère plus vraiment à l'idéologie du régime, elle n'est peut-être pas encore totalement consciente de la solution classique alternative, ni tout à fait prête à basculer dans le régimicide, si vous me permettez l'usage de ce néologisme. Mais ce temps viendra peut-être un jour. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. À très bientôt. Au revoir.